Nouveau rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Merci de nous rejoindre. Voici les grandes articulations. Technique de lobbying, plaidoyer pour un dialogue social constructif au profit des travailleurs au Bénin. C'est le thème qui a réuni les militantes et militants des centrales et confédérations syndicales pendant 3 jours. Cet atelier a pris fin mercredi. C'est une décision du Conseil des ministres. Le gros commerce du Grand Marché d'Antokpan passe d'être transféré dans la commune d'Abomey-Calavi. Que pensent les Béninois de ce projet? La réponse, c'est dans un instant. Et puis, élection présidentielle ce jeudi au Kenya. Les Kenyans sont donc appelés à élire le successeur de Uhuru Kenyatta, mais déjà des échauffourées s'observent entre forces de l'ordre et population. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Clôture de l'atelier national de formation organisé par la COSI Bénin en partenariat avec la CNV internationale. Thème de l'atelier, technique de lobbying, plaidoyer pour un dialogue social constructif au profit des travailleurs du Bénin. Les 23 et 24 également, 25 octobre, les militants des centrales et confédérations syndicales ont eu droit à des échanges riches en connaissances. On va suivre le compte rendu que nous présente ici Maurice Arnaud Agua et Denis Marouya. Initié par la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, avec l'appui de la CNV internationale, cet atelier national de formation de 3 jours sur la technique de lobbying, plaidoyer pour un dialogue social constructif au profit des travailleurs au Bénin, a réuni représentants de centrales syndicales et de confédérations à l'Infosec de Cotonou. Le porte-parole des participants. Nous sommes très heureux et très satisfaits de ce thème qui a été développé pendant 3 jours. Nous voudrions que les centrales et confédérations s'entendent pour nous faire vivre très souvent ces genres d'événements, ces genres d'ateliers au plan national. Et le fait que nous soyons ensemble entre représentants des centrales et confédérations, c'est un signal très fort que nous lançons aux responsables des centrales et confédérations pour que nous en arrivons au finish à un cadre de concertation d'unité syndicale au Bénin. Les militants de la CGTB, de l'UNSTB, de la CESPIB, de la CESUB ont acquis de nombreuses connaissances grâce à la méthodologie participative des formateurs. Basilia Odjoubé, au nom de la COSI Bénin, par sa voix, rassure la CNV internationale de sa volonté à faire profiter par toutes les confédérations et toutes les centrales des atouts reçus par l'appui de la CNV internationale au profit des travailleurs tant du secteur formel que du secteur informel. Recevez ici nos remerciements et surtout nos sentiments de franche collaboration. Pendant ces 3 jours, nous avons échangé, nous avons frotté les méninges et nous avons compris au terme de cet atelier que c'est ensemble que nous serons plus forts. Nicole Mato, chargée des programmes à la CNV internationale, est satisfaite des résultats de cet atelier. Mais je suis aussi très impressionnée du niveau des participants et je suis convaincue qu'avec cet atelier, ils seront encore mieux outillés pour mettre dans la pratique une stratégie de lobby. Le conseil technique principal CNV Afrique a d'autres motifs de satisfaction. Parce que l'atelier sur la thématique stratégie de lobby et de plaidoyer en faveur du dialogue social a atteint tous ses résultats. Mon deuxième objet de satisfaction, c'est que nous avons eu des formateurs de qualité qui nous ont dirigés tout au long du processus en utilisant une méthodologie participative qui a permis aux uns et aux autres de donner
le savoir de ce que vous avez, parce que ceci était un lieu de partage des connaissances, mais un lieu de construction commune entre les différentes confédérations syndicales qui parfois avaient des approches et des stratégies différentes. Grâce à cette formation, les confédérations et centrales syndicales pourront continuer à travailler ensemble et mener des actions pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et des travailleurs du Bénin. Le 26 octobre 1972, date historique pour les Béninois, marquée par le coup d'État organisé par les militaires pour renverser, j'y arrive, le feu président Arouma Degbe. 45 années après, les Béninois se souviennent encore des temps forts qui ont marqué la période révolutionnaire. Quelques-uns se sont prononcés au micro de Carole Olaye et Fiacre Voitan. Nous ne pouvons garder les bienfaits de la période révolutionnaire que le général Mathieu Kérékou nous a laissé. Donc on pouvait quand même continuer les bienfaits de la révolution, ce qui allait très bien dans la révolution. On pouvait aussi continuer ces bienfaits-là dans la démocratie. Mais la politique en est mêlée. On a oublié complètement les bienfaits de la révolution, surtout la discipline, le respect de son prochain, le respect des infrastructures. 26 octobre au Bénin, ça me rappelle vraiment la meilleure chose qui ait pu arriver à ce peuple. Après les indépendances, après la cacophonie qui a régné, marquée par les coups d'État, le peuple, les militaires à la tête ont décidé de prendre une sérieuse option de développement. Parce que si vous observez la courbe économique du gouvernement militaire révolutionnaire d'alors, la courbe est restée ascendante jusqu'en 1980. Le plus grand souvenir, c'est que c'était un peuple mobilisé au travail pour son propre développement. C'est la révolution, c'est que quand le monstre à trois têtes est tombé, mais par un coup d'État militaire qu'on a tous approuvé. Il y a eu un peu la mentalité qui a changé, le relèvement un peu de la valeur. Il a changé et les gens allaient, par exemple, en formation militaire. Ouais. Moi, je n'ai pas été, mais parce que j'étais en Europe. Bon, j'étais étudiant, donc je ne pouvais pas venir pour le faire. Mais il y a eu un changement sur le plan comportement du Béninois. La période révolutionnaire, je me rappelle de ces chansons que nous chantons en son temps. Quand j'ai commencé les écoles, je me rappelle aussi de comment les programmes, quand par exemple il fallait monter les mâts, je dis le mât, je parle justement du drapeau, et quand on siffle, tu ne pouvais pas bouger. Mais aujourd'hui, lorsqu'on siffle pour monter les mâts, il y a même des gens, des jeunes, même des autorités qui se déplacent à volo. C'est vraiment malheureux. Des chansons comme ça, ou encore, c'est que quand vous chantez ça, ça donnait en réalité la chair de poule. Ou encore, Beneto Ville, Michitebo, Zonsonuzonli, Migbenu Yovole, Mikoje Mindesi, Enisite Bokpon, Amono Willa Jijan Ena Jeraji, Uzu Kowa, Dodo Bene Nanyon, Uzu Kowa, Dodo Bene Nanyon, Ekblio Miton, ouais, et Sognon. Donc, vous voyez, il y avait ces chansons qui nous donnaient la chair de poule, qui faisait que nous sommes fiers d'être béninois. Vous le savez déjà, le commerce de gros du marché d'Antokpa en passe d'être transféré dans la commune d'Abomey-Calavi. Une décision qui émane de l'étude relative aux travaux préliminaires du transfert de ce marché présenté en Conseil des ministres dernier. Selon le communiqué du Conseil des ministres, ce projet contribuera à la transformation qualitative de l'image urbaine de gros du Grand Nokwe et à l'embellissement des centres-villes y situés. Quelques-uns se sont prononcés au micro de Carole Olaye et Fiacre Voitan. On va les écouter. Ils disent qu'on veut transférer le marché
à Glodjigbe, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais pas brusquement. Il faut que ça soit lentement pour que la population s'habitue à ça. Parce qu'à Tokpa, tout d'abord, c'est un grand marché. Bon, si on veut le délocaliser, bon, c'est bon. Mais moi, je préfère qu'on crée un autre marché là-bas. Parce que le marché de Tokpa, c'est déjà un vieux marché. Bon, si on veut transférer, tout d'abord, ceux qui iront là-bas seront, c'est pas moi, seront dépaysés. On ne peut pas accepter ça. Ce marché ne peut pas être transféré à Calavi. Je ne sais pas quel produit on veut amener à Abomey-Calavi, mais par rapport aux vendeurs, ceux qui viennent de l'extérieur pour acheter, ils vont arriver d'abord à Cotonou et après chercher la voie pour aller à Abomey-Calavi, pour aller faire les empreintes. Je ne suis pas sûr que c'est faisable. Un marché ne se construit pas. Un marché se fonde de lui-même. Mais on va enlever un marché d'Antokpa et amener ça à Calavi. Moi, je ne suis pas sûr qu'on peut faire ça. On ne crée pas un marché. Le marché se fonde de lui-même. Je ne pense pas que c'est une bonne décision, mais je ne suis pas sûr que c'est faisable. Je ne suis pas sûr que c'est ça, c'est faisable. Et je suppose que ce n'est pas un projet qui sera exécuté dans l'immédiat. Peut-être que ce sera un truc à long terme. Si les conditions sont réunies et que l'État trouve que c'est une bonne chose qu'on déplace le marché vers là-bas, nous allons suivre le pas. Le temps que nous traversons maintenant, tout le monde le sait. Il y a la morosité, la mévente, surtout dans le marché. Si ce n'est pas pour tout de suite, on souhaiterait que d'ici là, les choses changent. Si ça change, nous aussi, nous allons suivre le pas. Chapitre éducation à présent, les différentes étapes constituant les inscriptions ont démarré depuis plusieurs jours dans les universités publiques. À l'université d'Abomey-Calavi, ce processus commence par la phase du dépôt des dossiers, une tâche complexe selon les étudiants. Les détails dans ce reportage. Le processus des inscriptions dans les universités publiques du Bénin entre dans sa phase active. Ici, à l'université d'Abomey-Calavi, les bacheliers, anciens comme nouveaux, doivent franchir plusieurs étapes avant d'obtenir leur carte d'étudiant. Les nouveaux bacheliers auront à faire une étude de dossier avant l'inscription. Pour l'étude de dossier, il faut au moins avoir 5 éléments, je crois, oui. Il faut une fiche à prendre chez nous. Il faut payer 2 000 francs à la banque. Après, il faut l'acte de naissance, le relevé de bac légalisé et la photocopie simple de la carte d'identité. Il faut finir toutes ces étapes d'abord avant qu'ils ne lancent maintenant l'inscription des nouveaux bacheliers et après pour les anciens étudiants. Quand on va afficher leur nom du moins, ils auront maintenant à aller faire la photo. L'inscription, ça comporte la photo. Après la photo, il faut la préinscription et maintenant après valider l'inscription même pour avoir la carte d'étudiant. Pendant le parcours de ces différentes étapes aboutissant à l'inscription définitive, les étudiants se disent confrontés à plusieurs difficultés. C'était pas du tout facile pour moi. Bon, j'ai failli tomber. Bon, finalement, je remercie Dieu, je suis venu ici pour l'inscription. C'est pas du tout facile. Je suis ici depuis 8 heures. Pour payer la quittance, il va falloir faire la queue avant de payer la quittance. C'est pas du tout facile. Si tu ne payes pas ça vite, quand ça sonne midi, ils vont dire qu'ils vont à la pause. J'ai payé la quittance maintenant, je suis là pour faire le dépôt maintenant. Ils ont dit que la secrétaire n'est pas là. C'est tout ça. Donc pour faire, c'est pas du tout facile. À la BOA, il y a trop de monde, je dois attendre fatigué, donc c'est le seul problème que moi j'ai rencontré. Cette première étape qu'est le dépôt des dossiers sera suivie par celle de l'étude des dossiers dont les résultats situeront les étudiants sur la poursuite ou non de leur inscription.
Eh bien, vous le savez déjà depuis quelques mois, le peuple togolais ne rate aucune occasion pour envahir les rues togolaises pour exiger le départ du pouvoir du président Faure Gnassingbé. Il s'insurge ainsi contre toute tentative du président togolais de s'éterniser au pouvoir. Que pensent les citoyens béninois de cette crise qui secourt actuellement le Togo? Élément de réponse dans ces propos recueillis par Mori Arnaud Agua et Damien Pedro. C'est mieux quand même pour le peuple togolais de se soulever et de mettre fin à cela, parce que la présidence n'est pas une cour royale et il faut instaurer la démocratie franchement. Et ne pas être là et que ça soit le départ de papa et après c'est le fils. Et peut-être après le fils ce sera le petit-fils. Et je vois quand même que c'est mieux que le peuple prenne son destin en main et revendiquer, même si ça doit faire des casses. Et je vois quand même que c'est mieux. Et moi je les soutiens de tout cœur et je suis avec eux. Par rapport à l'alternance au pouvoir, est-ce qu'il faut toujours faire recours à la guerre, il faut tuer des gens, des innocents pour accéder au pouvoir? C'est vrai que ce qui se passe au Togo, le peuple ne va pas accepter parce qu'autour au Ghana, au Bénin et puis au Burkina à côté, c'est la démocratie, c'est l'alternance. Et on sait que chacun, avec sa manière de voir le développement du pays, comment il faut agir pour que le pays se développe, chacun apporte sa touche à l'édifice. On sait que c'est ça qu'il faut pour le développement. Si le peuple togolais l'opposition pouvait commencer les réunions maintenant pour pouvoir bien s'organiser, pour qu'en 2020, ils vont vraiment lui monter un coup et le faire passer, c'est-à-dire des élections transparentes, et puis avec les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a au Bénin qu'on a utilisé, ils peuvent les utiliser aussi. Je pense qu'ils pouvaient faire que de faire comme ce qui s'est passé au Burkina Faso, où le peuple s'est mis dans la rue, et effectivement c'est parce que moi je dis, c'est mon opinion, que le président Compaoré n'avait pas voulu que les gens se meurent, qu'il est parti comme ça. S'il voulait tirer vraiment, on allait aussi enregistrer des morts. Et c'est déplorable pour notre sous-région, c'est déplorable pour l'Afrique, c'est déplorable pour le monde. Il est temps aujourd'hui que nos dirigeants, nos présidents dirigeants africains comprennent qu'aujourd'hui, ils doivent être à l'écoute du peuple. Et je passe par là pour dire qu'ils doivent être à l'école des dirigeants comme Barack Obama, Nelson Mandela, Ellen Johnson, qui ont fait leur mandat, mais ils sont partis par la grande porte. Mais si un président persiste et qu'il ne veut pas écouter le peuple, un jour, Dieu tourne dos à ce président et que le peuple se revendique. Mais il a intérêt à écouter et s'il persiste, il peut prendre par la petite porte. Parce que c'est la voix du peuple qui décide. Actualité hors du Bénin, les Kenyans ont commencé à voter ce jeudi pour élire leur président. Le sortant Uhuru Kenyatta étant assuré d'être réélu face au boycottage de l'opposition qui entache la crédibilité de ce nouveau scrutin susceptible de déboucher sur une longue période d'instabilité. Il faut préciser que la police est présente en grand nombre à l'ouverture des bureaux de vote alors que des échauffourées ont éclaté dans plusieurs bastions de l'opposition au Kenya entre forces de sécurité et manifestants qui ont érigé des barricades et ont tenté pour certains de bloquer l'accès au bureau de vote de la présidentielle. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré mercredi Casque Bleu et population déplacée à Bangassou, au sud de la Centrafrique, ville mise en coupe réglée par les miliciens et où, il a fustigé ces groupes armés criminels qui veulent faire du pays un enfer. Suivez plutôt.
Voilà, ce journal se poursuit dans la tradition locale. Elles sont une pièce essentielle de culte des ancêtres. Les cérémonies dites de retournement des morts battent leur plein à Madagascar, malgré les craintes sanitaires qu'elles suscitent en pleine épidémie de peste. Reportage. Rave a le sourire. Au son de la fanfare, elle danse, car elle va revoir ses grands-parents. Ils sont morts il y a bientôt 30 ans, mais durant quelques heures, leurs corps vont être extraits de leur tombeau. Oui, c'est le moment de fête pour nous. C'est l'exhumation pour nos grands-parents. Cette coutume ancestrale malgache venue d'Asie est connue sous le nom de retournement des morts. Elle est l'occasion d'une grande fête, spectaculaire et très onéreuse, où l'on danse avec les morts, dont on change le linceul. C'est un moyen pour les vivants d'avoir un lien avec les morts. C'est comme un hommage au souvenir du mort. Même si les morts ne sont plus à leur côté, les vivants pensent toujours qu'ils ont froid et qu'ils ont besoin de couverture, et ils restent à leur côté jusqu'au soir. Isabelle est désarçonnée devant la dépouille de son enfant. Il est mort il y a 9 ans. Il n'en avait que 3. Je suis triste et heureuse en même temps. Triste quand je le regarde, décomposé. On ne sait plus si c'est un humain. Le retournement des morts, c'est aussi une des rares occasions de voir sa famille élargie et de demander la bénédiction aux ancêtres. Les Malgaches considèrent que les morts sont leurs messagers auprès de Dieu et qu'ils peuvent influer sur leur existence de vivants. Il y a vraiment eu une bénédiction. Auparavant, notre famille était démunie, un peu pauvre. Mais là, maintenant, tout le monde a retrouvé du travail. L'agriculture, ça marche maintenant. Tout fonctionne bien, même l'agriculture. Nous pouvons en vivre. Mais chaque année, des Malgaches meurent de la peste, juste après la période du retournement des morts. Selon le ministère de la Santé, certains cadavres porteurs de la bactérie pourraient contaminer les vivants. Face à l'épidémie de peste qui sévit, l'attachement physique des Malgaches à leur mort se heurte aujourd'hui à un enjeu de santé publique. Dernière information avant de boucler ce journal. Dans les réunions publiques, des ateliers ou sur les réseaux sociaux, les indépendantistes en Catalogne organisent la résistance pacifique à la prise de contrôle de leur région par le gouvernement espagnol qui veut empêcher la succession. Reportage. C'est le 1er octobre à Barcelone. Ces Catalans sont venus voter un référendum d'indépendance interdit par Madrid. Certains, avec leurs enfants sur les épaules, confrontés à une réponse policière musclée. Ces images ont fait beaucoup de mal au gouvernement espagnol, confronté à un mouvement indépendantiste catalan qui, lui, se revendique non violent et démocratique. Le premier point est presque stratégique. Ne leur donnons pas une seule excuse, parce que si pour une raison ou pour une autre il y a de la violence, les caméras se tournent vers la violence. Et alors tu as déjà perdu tout le débat. Juste pour le côté stratégique, c'est important. La mobilisation ne faiblit pas malgré la multiplication des événements, chaque semaine, presque chaque jour. Comme lors du référendum, des pompiers font parfois tampon entre la police et les manifestants. C'est vrai que les gens sont très en colère. Parfois, cette colère est difficile à contrôler. C'est pour ça qu'on est là, pour contrôler les gens qui sont un peu enragés. Et nous sommes ici pour contrôler les provocateurs et les agents infiltrés. Les événements sont concertés, coordonnés. La machine de guerre indépendantiste fourbit ses armes pacifiques et se prépare à l'escalade avec Madrid. Une désobéissance civile massive, déterminée et continue de milliers et de milliers de personnes. C'est une hypothèse pour le futur, c'est une conséquence du 1er octobre. Mais entretenir la flamme indépendantiste de manière pacifique se complique. Une pression croissante de Madrid et un pourrissement de la situation pourraient à terme mettre le feu aux poudres. Ainsi s'achève cette édition de journal sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.